La Camargue, c'est donc le delta du Rhône, la plus grande zone humide de France et une des plus grandes de Méditerranée. Un delta, ça a la particularité d'être une multitude de zones humides, de types de zones humides différents. Donc on va retrouver non seulement évidemment le fleuve, donc ici le Rhône, qui se divise en plusieurs bras, qui apporte de l'eau douce. Et donc on va retrouver des marais d'eau douce par exemple qui sont naturellement alimentés par le Rhône. On va retrouver également aussi l'influence de la mer. Donc on va avoir par exemple toutes les lagunes qui aujourd'hui ont été transformées en partie en salins, qui vont se trouver sur la partie côtière en fait, du delta. La coexistence de zones humides d'eau saumâtre ou salée et de zones humides d'eau douce explique qu'on a une grande diversité d'habitats et donc une grande diversité d'espèces qui peuvent coexister sur un espace qui est quand même relativement restreint. La Camargue n'a plus un fonctionnement qui est naturel, et ça depuis très longtemps, puisqu'on a depuis des lustres essayé d'un petit peu notamment endiguer le Rhône, l'empêcher en fait de faire des crues qui soient dévastatrices et qui permettent donc le développement d'activités humaines, et notamment l'élevage et l'agriculture au sein de ce territoire. L'endiguement a été progressif et puis a été finalisé, a été vraiment total. Donc on a aujourd'hui un Rhône qui ne peut plus sortir des digues, sauf accident vraiment rarissime. Et on a également réalisé des digues le long du trait de côte pour empêcher la mer d'entrer et de faire des incursions marines trop dévastatrices, dans le sens où elle apporte trop de sel qui peuvent stériliser les sols, ou parce qu'on voulait aussi développer l'activité salinière. Dans ces cas-là, on avait besoin de contrôler les niveaux d'eau, donc on a construit aussi tout un réseau de digues le long de la côte. Et puis on a des acteurs comme les riziculteurs essentiellement, mais aussi les pêcheurs, les éleveurs, les chasseurs, qui pompent de l'eau dans le Rhône pour alimenter des zones de marais plutôt doux. Et donc on a cet équilibre entre l'eau douce et l'eau salée qui est toujours de manière importante dans le delta, ce qui fait un peu sa caractéristique par rapport à d'autres deltas méditerranéens qui sont allés plus soit vers des activités de radoucissement, essentiellement d'ailleurs parce qu'il y a peu de deltas où c'est le sel qui l'a emporté. Donc ce sont les activités humaines qui conditionnent les apports d'eau douce et d'eau salée à l'intérieur du delta, et donc finalement le maintien de toute la diversité d'espèces au sein du delta. Les indices de biodiversité sont en très forte augmentation en Camargue. Pourquoi? Parce que c'est un milieu artificiel où on envoie beaucoup d'eau, plusieurs centaines de millions de mètres cubes d'eau chaque année, et la Camargue ne ressemblerait pas à la Camargue aujourd'hui s'il n'y avait pas ces millions de mètres cubes d'eau. Donc ça aussi c'est un choix. C'est un peu le paradoxe de cette situation en Camargue, où on est une zone avec énormément de protection, mais qui a énormément besoin de l'homme pour son aménagement. Aujourd'hui, donc, on a un écoulement de l'eau qui est apportée dans les rizières. Une partie en tout cas de cette eau finit dans l'étang du Vaccarès, ce qui a des conséquences, notamment parce que les polluants qui sont utilisés dans la riziculture vont impacter la biodiversité des lagunes de l'étang du Vaccarès et des lagunes associées. Et puis cette eau va aussi changer le fonctionnement hydraulique du système. Le fait d'apporter des eaux de vidange rizicole, sachant qu'il y a des traitements, notamment herbicides, qui sont drainés avec ces eaux-là, bien sûr les herbiers de zoster, qui étaient toute la richesse de l'étang du Vaccarès, ne sont pas en très bon état. Qui plus est, c'est des eaux douces, donc il faut arriver aussi à trouver un équilibre eau douce, eau salée dans l'étang du Vaccarès, qui peut être déséquilibré par ces apports d'eau douce durant l'été. Et donc c'est assez compliqué comme système. Il se trouve que le riz est économiquement aujourd'hui dans une passe un peu compliquée. Donc on a de plus en plus de producteurs qui se tournent vers d'autres types de cultures, qui utilisent toujours les mêmes parcelles, mais pour faire autre chose que du riz. Donc ils se sont notamment tournés depuis quelques années vers des cultures de type tomates en plein champ ou melon, parfois sous serre. L'agriculteur, il regarde ce qui peut le faire vivre avec sa famille, et il regarde d'essayer de trouver des cultures qui ne soient pas trop astreignantes. C'est un chef d'entreprise. Si on voit qu'une culture est plus rentable, on essaie de faire une autre culture. Voilà, ce type de culture-là, comme ce sont des cultures qui sont sèches, qui ne sont pas inondées, évidemment ne vont pas être profitables pour les espèces d'oiseaux qui bénéficient du riz.
Donc on manque encore un peu de recul pour savoir quelles sont les espèces qui pourraient bénéficier éventuellement et s'adapter à ce type de culture-là. Mais on est à peu près sûr qu'on va avoir une diminution de la biodiversité dans ces nouveaux types de cultures qui sont pratiquées en Camargue. On voit depuis une dizaine d'années le nombre de surfaces augmenter pour ces cultures-là, et ça peut poser des problèmes, et ça en posera si jamais la riziculture cède sa place à de grande échelle à ce type de culture. Ça posera des problèmes. Qui paiera l'entretien du réseau hydraulique si ce n'est plus les agriculteurs? Et puis il y a un certain nombre de terres qui vont se ressaler et qui donc ne deviendront plus propices à l'agriculture. Et le problème du riz, il ne tient pas qu'au niveau de pollution que ça engendre, il tient aussi à l'eau qu'on prend dans le Rhône pour l'envoyer en Camargue. Ça peut poser des questions, notamment vis-à-vis de la diversité biologique, qui s'est accrue d'une certaine manière. Là, mes collègues naturalistes ne vont pas être d'accord s'ils entendent ça, mais il y a plus d'espèces. Mais je pense que ce qu'on peut déplorer, c'est qu'il y a même plus d'espèces banales que d'espèces liées à une zone humide littorale méditerranéenne, c'est-à-dire où le sel quand même a un rôle qui n'est pas négligeable. Pour citer un exemple, on peut citer le cas d'une libellule comme le lest à grand stigma ou d'un crapaud, le Pelobate cutripède. Ce sont deux espèces qui sont reconnues d'importance patrimoniale par l'Union européenne, pour lesquelles on met en place des systèmes de protection de leur habitat notamment, parce que ce sont des espèces qui sont liées aux mares et aux marais temporaires méditerranéens, c'est-à-dire des zones humides qui vont s'assécher l'été, comme je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, ces zones humides qui étaient majoritaires sur le littoral méditerranéen et notamment en Camargue ont presque disparu, parce qu'on a un système de gestion, par exemple pour pratiquer la chasse ou pour pratiquer d'autres types d'activités, comme je ne sais pas, la pisciculture, qui va préférer un système d'inondation des zones humides différent du système naturel, avec notamment par exemple beaucoup d'eau en été, et alors que ces espèces-là ont besoin de moins d'eau à ce moment-là. Forcément, donc ces espèces-là ont été remplacées par d'autres espèces, et ont quasi disparu. Donc on les retrouve aujourd'hui sur des territoires où on pratique encore un système de gestion qui mime le système de gestion naturel, comme la Tour du Valat, où on va avoir les plus grosses populations notamment de cette libellule et de ce crapaud. Oui, il y a des endroits où il y a des problèmes de cohabitation entre différentes activités, il y en a partout, hein, et les conflits d'usage sont légion en Camargue, entre voisins, entre intérêts économiques. Mais comme je le disais, c'est vrai que c'est aussi cette diversité d'usage qui fait la richesse de la Camargue. Et du coup, on ne peut pas s'en passer, et au contraire, il faut la maintenir. Donc ça ne peut passer que par le dialogue entre les acteurs, que par des prises de conscience que certaines pratiques doivent évoluer. Et donc, tout est question d'équilibre et d'objectifs que l'on peut se fixer en discutant, et c'est pour ça que un parc régional, et le parc de Camargue en particulier, c'est avant tout un espace de discussion, de concertation quasi permanente, hein, dans les locaux du parc de Camargue. Il y a tous les jours presque des réunions avec les éleveurs, avec les riziculteurs, avec les agriculteurs, avec les acteurs du tourisme, et c'est par ces discussions-là que petit à petit les choses avancent. Pendant très longtemps, le delta de Camargue, c'était écrit dans la charte du parc naturel régional, n'était pas démoustiqué. Il n'y avait aucune démoustication. Il y a une dizaine d'années, il y a eu une grosse pression des élus. 6 mois de moustiques s'est fait en 15 jours à cause de grosses pluies et d'un été très sec. Donc effectivement, ça a été très compliqué de gérer cette émergence en Camargue, mais finalement dans tout le département, même dans les zones démoustiquées. Mais les élus se sont servis de ça, et aussi plus récemment de l'arrivée du moustique tigre, pour dire il faut démoustiquer, il faut démoustiquer, il faut démoustiquer. Là encore, on a brandi ça comme une espèce de prétexte pour faire taire un mécontentement plus global sur le territoire de Camargue, sur lequel on n'a jamais eu vraiment de vision très claire. Et c'est très facile pour les élus locaux de vouloir démoustiquer, parce qu'on fait ça avec l'argent du département ou de la région, donc c'est pas directement l'argent de la ville.
Et on donne aux gens un petit peu l'impression qu'on s'occupe d'eux. Depuis 2006, une démoustication s'est mise en place sur une partie du territoire du parc avec un cahier des charges très spécifique et des exigences de notre comité scientifique pour que cette démoustication ait le moins d'impact sur l'environnement. Donc il y a eu un état zéro sur les chaînes alimentaires avant ce traitement et il y a un suivi annuel ou pluriannuel. Donc la démoustication en tant que telle n'a rien d'extraordinaire, c'est la même qui est menée sur l'ensemble du littoral méditerranéen, donc c'est une démoustication dite de lutte biologique puisque c'est le BTI, Bacillus thuringiensis, qui est utilisé pour tuer les larves de moustiques à l'état dans le milieu aquatique. Et ça se fait avec des avions, ça se fait avec des quads et ça se fait à pied pour les zones vraiment les plus inaccessibles. Donc c'est quand même une opération qui est très coûteuse, on parle de 3 millions d'euros par an, qu'il faut évidemment renouveler tous les ans, parce que les moustiques il en revient tous les ans, qui a une efficacité pas très claire en fait. On a du mal à se dire qu'en démoustiquant un marais à 10 km du village, ça va forcément, on va dire, permettre aux gens du village de mieux vivre. C'est vrai que tout n'est pas connu sur le BTI, ça je suis d'accord. Mais il y a des jeunes ingénieurs, on en a parlé, des barrières anti-moustiques stratégiques là. Bon, mais ça, pour protéger les centres urbains ou les masses, c'est pas mal. Ça permet de tuer les adultes, faire disparaître les moustiques, moi je ne suis pas pour du tout, je suis pour les garder. Même cette démoustication biologique a des impacts sur les chaînes alimentaires. C'est ce qui a été démontré par les 10 ans d'études en Camargue, puisqu'en fait, il n'y a pas de sélectivité de ça pour une seule espèce ou deux espèces, mais il y a notamment les chironomes, qui sont ces moucherons très communs en Camargue, qui sont également impactés et qui sont à la clé de la chaîne alimentaire, aussi bien des invertébrés que des vertébrés camarguais. Le moustique qui nous pique, c'est pas toujours le moustique qu'on a en Camargue, c'est pas toujours le même. Donc est-ce qu'il ne va pas subir une mutation qui va nous empêcher de le traiter comme on le traite aujourd'hui? C'est une vraie question ça. Donc faire ça dans des espaces protégés, entre guillemets, c'est quand même problématique. On va se cantonner à démoustiquer les marais naturels, avec un impact énorme sur les populations d'oiseaux insectivores comme les hirondelles, avec un dérangement énorme sur les oiseaux nicheurs. Quand vous avez des avions qui passent en rase-motte et qui balancent du produit, un oiseau qui est en train de couver sur son nid, il va un peu tressauter et en général les colonies peuvent être abandonnées. Donc voilà, pour un résultat mitigé, on va gaspiller énormément d'argent et on va impacter énormément l'environnement en fait. Un des facteurs limitants, bien sûr, sur à la fois la gestion des activités humaines et de la biodiversité à l'avenir, c'est les effets des changements climatiques. On sait que la Camargue est souvent montrée du doigt comme étant condamnée à moyen terme par l'élévation du niveau de la mer, par la baisse du stock sableux, par les tempêtes. Aujourd'hui, on observe déjà un recul du trait de côte par endroits en Camargue qui est assez important. Il est dû à plusieurs facteurs parce qu'il est en effet dû à l'élévation du niveau de la mer, mais jusqu'à présent, il a surtout été dû à un déficit en apport de sédiments par le Rhône, qui donc permettait jusqu'à présent de construire et d'engraisser le littoral et donc lui permettre de s'étendre, parce que ces sédiments aujourd'hui sont en partie bloqués par les barrages qui ont été édifiés sur le cours du Rhône. Mais c'est vrai que dans l'avenir, l'élévation du niveau de la mer suite à l'augmentation des températures et à la fonte des calottes glaciaires pourrait avoir un impact encore supérieur à celui observé aujourd'hui. C'est vrai qu'il est toujours difficile d'anticiper, de prendre en compte dans les plans de gestion ces éléments-là. C'est aussi un peu le travail que le parc de Camargue essaie de mener à travers sa charte, par la notion de recul stratégique sur certaines zones et donc de laisser les échanges mer-terre se dérouler le plus naturellement possible sur les zones où il n'y a pas d'enjeu à défendre très fort, notamment des villes ou des activités humaines. Donc ça peut avoir des répercussions notamment sur le gestionnaire qui veut inonder ces zones humides ou l'agriculteur ou le salinier qui a besoin en fait de gérer parfaitement son cycle d'eau.
Pour lui, ça va lui poser des problèmes parce qu'il devra composer avec des quantités d'eau qui vont être très variables d'une année sur l'autre. La riziculture, par exemple, un des risques majeurs, c'est la salinisation du Rhône. Avant même que la Camargue, éventuellement, soit dans le pire des scénarios engloutie par les eaux marines. On s'aperçoit bien qu'il y a un véritable changement climatique et qu'il va falloir s'adapter à ce changement climatique. Je pense que l'homme est assez intelligent pour essayer de trouver des solutions de protection. Je pense que l'idée d'abandonner la Camargue en disant elle va se noyer et elle est en train de s'enfoncer, c'est du genre courage fuyons. On sait que le Rhône va évoluer dans les prochaines décennies, que le débit en été sera peut-être moindre et que les remontées de sel vont se faire de plus en plus souvent et de plus en plus loin. Or, bien sûr, on ne peut plus cultiver du riz si on pompe des eaux salées. Et pour les gens qui gèrent les habitats en faveur de la biodiversité aussi, puisqu'on risque d'avoir des quantités d'eau qui rentrent dans le système qui seront de plus en plus faibles. Alors c'est vrai qu'on a pas mal d'espèces ici justement qui sont adaptées à ces conditions très irrégulières, notamment de précipitations, parce que c'est la caractéristique d'un climat méditerranéen. Donc on espère qu'elles seront plus résilientes, plus capables de s'adapter à ces changements. Néanmoins, vu ce qu'ils annoncent dans les décennies à venir comme changement de précipitation et de température, on peut quand même s'attendre à ce qu'il y ait pas mal d'espèces n'arrivent pas à s'adapter et finissent par disparaître. En Camargue, il y a des très grandes plages isolées, qui ne sont pas surveillées, qui ont depuis longtemps en fait, attiré les touristes, qui ont eu envie en fait, d'y trouver des endroits où camper de manière sauvage, sans avoir à payer, et pouvoir bénéficier d'un cadre super agréable. Le problème, c'est que ces plages ont été victimes de leur popularité et qu'on s'est retrouvé avec des situations où on avait vraiment des kilomètres et des kilomètres de caravanes qui s'installaient pour plusieurs semaines sur les plages. Et avec donc une densité humaine extrêmement forte. Il ne faut pas oublier que même si ces espaces-là sont souvent sans végétation ni rien, ils peuvent être très importants pour une quantité d'espèces. Alors notamment en Camargue, on en a par exemple des espèces comme la sterne naine ou le gravelois collier interrompu, qui sont des oiseaux coloniaux qui vont nicher sur les plages et qui ont besoin de tranquillité pendant la période de reproduction, qui malheureusement coïncide avec la période de fréquentation des plages par les touristes. Donc à Bauduc par exemple, où on a la coexistence aujourd'hui d'une fréquentation touristique importante l'été et de colonies de reproduction de cette espèce, la sterne naine, on a mis en place, le parc notamment a mis en place des zones où la fréquentation est interdite pendant une période de l'année, notamment la fréquentation automobile. Puis très récemment, on a interdit vraiment de manière effective le stationnement, notamment nocturne, sur la plage de Piémonçon. Et puis on a restreint là où les véhicules pouvaient se garer sur une partie assez limitée de la plage. On espère que ça aura des répercussions positives, notamment sur la construction du littoral, permettre le renouvellement des dunes, la construction des dunes, et permettre aussi la fréquentation des plages par la quantité d'espèces qui ont l'habitude de l'utiliser, notamment les oiseaux. On espère aussi que ces plages-là vont redevenir favorables peut-être pour dans le futur accueillir des tortues marines. Il faut savoir que dans le contexte de changement climatique, on s'attend à ce que dans un avenir plus ou moins lointain, les tortues marines, notamment la tortue kaouane, viennent pondre sur les plages de Camargue. Enfin, si en tout cas elles viennent repondre en France, ce sera les plages de Camargue probablement qu'elle choisira, puisque ce sont de grandes plages quand même assez tranquilles, notamment depuis l'interdiction du stationnement des véhicules. Ici en Camargue, on a de la chance parce qu'on est une zone qui a été préservée de l'urbanisation massive, contrairement au reste du littoral méditerranéen. Enfin, si ce n'est que sur ses bords, elle a été quand même pas mal impactée, puisqu'on a eu des développements, notamment dans les années 60-70, d'un pôle industriel à l'est de la Camargue, donc au niveau de Fos-sur-Mer, et puis d'un grand centre balnéaire touristique au niveau du Grau-du-Roi. Aujourd'hui, on a quand même des projets d'infrastructures, des besoins de touristes qui sont de plus en plus croissants, des gens qui veulent pouvoir communiquer d'un point à un autre de plus en plus rapidement, qui font qu'il y a des projets qui surgissent et qui pourraient avoir un impact évidemment, notamment parce qu'ils vont grignoter du territoire et de l'espace naturel, qui aujourd'hui est devenu très rare sur le littoral méditerranéen,
Et on est parmi les derniers bouts de territoire qui sont à peu près exempts d'urbanisation et qui pourraient être aujourd'hui détruits en partie pour construire soit par exemple le pont qui relierait Port-Saint-Louis-du-Rhône à Salin-Giraud, l'agrandissement du grand port maritime de Marseille qui se ferait sur des territoires qui aujourd'hui hébergent notamment des espèces très rares, hein, comme une espèce de plante, Tolipella, qui n'est connue que de très peu de stations dans le monde. Des outils pour la gestion de cette biodiversité, essentiels maintenant en France depuis plus d'une dizaine d'années, c'est la gestion des sites Natura 2000. Donc ce réseau européen de sites à forte biodiversité. La Camargue fait partie de ce réseau et donc on a à faire du suivi, du monitoring sur ces populations et même à adapter si possible le périmètre des sites à ces enjeux environnementaux. Alors c'est vrai pour des espèces qu'on découvre ou pour lesquelles on a des données nouvelles. Et c'est vrai que c'est un peu difficile de faire bouger ces périmètres Natura 2000 car la doctrine d'État pour ces sites-là, c'est, vu qu'il y a une suffisance européenne par rapport au réseau en France, c'est de ne permettre des modifications de périmètre que s'il y a unanimité sur la volonté de les modifier et on a des conflits d'intérêts hein, sur certaines zones entre les activités économiques et l'importance de ces milieux naturels pour certaines espèces d'intérêt communautaire que pour le moment on n'arrive pas encore à régler et souvent en dehors du périmètre du parc puisque les sites Natura 2000 vont au-delà du périmètre du parc régional. Deux exemples sur ces problèmes d'espèces en périphérie de Camargue. Le triton crété qui est présent sur la commune d'Arles, en zone périurbaine de la ville. Et puis on peut citer un autre exemple, par exemple sur les salins du Caban qui sont dans la zone d'expansion du grand port maritime de Marseille, hein, sur la zone de Fos. En partie un site Natura 2000 pour les oiseaux, mais sur lequel il y a une unique station de plantes aquatiques en France sur cette zone-là, et donc sur lequel les discussions sont en cours pour savoir si cet espace doit être un espace conservé et intégré dans le réseau Natura 2000 ou s'il doit être, comme cela est prévu par les textes d'aménagement du port, un espace dévoué aux activités portuaires. Fos Port-Saint-Louis-du-Rhône, c'est des milliers d'hectares qui ont été sacrifiés à l'industrie depuis des années, avec ce que ça signifie en termes de pollution industrielle, de saccage d'un territoire, puisque c'est un territoire où finalement on ne peut plus faire de tourisme, on ne peut plus faire de petits métiers, de pêche, etc. parce que tout a été massacré. Et il reste malgré tout encore des zones naturelles magnifiques sur le territoire du port autonome de Marseille, notamment le salin du Caban. Et ces milliers d'hectares-là sont encore en zone industrialisable. On a demandé une sanctuarisation et des promesses pour au moins avoir des statuts de protection sur ces espaces qui ne peuvent même pas être compensés. C'est-à-dire que si on voulait rester dans le cadre de la loi, qui voudrait qu'en cas d'aménagement, on compense ces zones par des zones biologiquement équivalentes, ça serait totalement impossible parce qu'il n'y a aucune équivalence, c'est unique au monde en fait. Et il y a toujours des projets industriels qui sont portés. Ou encore, je pourrais citer le contournement autoroutier de la ville d'Arles, qui se ferait, pour certains, vers le sud, et donc qui grignoterait une partie du delta au sud d'Arles. On parle beaucoup de biodiversité, on ne parle plus guère de développement durable. Pour le coup, ça, c'est quelque chose qui doit être compris de cette façon-là. Certes, ça n'empêchera pas les camions de passer, mais tous les embouteillages qu'on a, vous vous rendez compte de la quantité d'énergie et de pollution qui est produite tous les étés, là, à la traversée d'Arles, qui est en tête de Camargue? Non, mais c'est une catastrophe, ça. Pour résoudre ce problème du développement de la logistique et des camions, on ne nous promet rien de mieux qu'une nouvelle autoroute qui va détruire des zones humides avec un projet de développement de la logistique et du camion toujours plus important. En fait, on est en train de faire ce qu'on a fait depuis très longtemps, plus de camions, plus d'autoroutes, plus de pollution. Voilà. En fait, vous avez 26 km, 13 km que c'est sur place, sur Saint-Martin notamment, ça ne bouge pas, sauf que ça va être amélioré. Et après les 13 autres kilomètres, bifurquent au sud avec un nouveau pont. Bon, ça, il y a des alternatives certainement à faire, mais bon, les Arlésiens ne veulent pas, hein, ils veulent ça, point final. On pourrait à un moment réfléchir à quels sont les camions qui passent par là. Est-ce que tous les camions qui passent ici
ont légitimité à passer par là. Ils passent là parce que ça les raccourcit, mais on pourrait très bien, comme le font certaines villes, interdire à des camions qui n'ont rien à faire là de passer et de rester sur l'autoroute qui est censée être une voie de circulation pour les camions. On est sur des zones qui sont déjà sursaturées en pollution. On est en alerte ozone quasiment tous les jours ici. Quel est l'intérêt de produire encore plus d'industrie, de camions, alors que la qualité de vie est déplorable, les taux de cancer explosent? Et en fait, on n'a aucun message fort, que ce soit des élus, que ce soit des industriels, la puissance publique du port autonome, pour dire, effectivement, là on est à un taux où c'est plus acceptable socialement de continuer à polluer, à détruire. Mais en fait, pour le moment, personne n'est capable de porter cette parole chez les décideurs. Donc c'est vraiment un combat de longue haleine et qu'on mène avec Nasica depuis le début et qu'on va continuer à mener, bien évidemment.